Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, bienvenue au tribunal de l'actualité qui sera consacré au dialogue politique en cours dans notre pays et cette sortie musclée du président du Conseil national du patronat du Mali. Pour vous rendre lisibles ces deux actualités, nos invités sont Cheikh Camara de la majorité présidentielle. Bonsoir, M. Camara. Bonsoir. À côté de lui, Mohamed Chérif Aïdara, il est le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Bonsoir, M. Aïdara. Bonsoir, M. Sidibé. En face de professeur Clément Dambélé, il est universitaire. Bonsoir, M. Dambélé. Monsieur Sidibé, bonsoir. Et enfin, Dr Etienne Fakawassi-Sow, qui est universitaire. Bonsoir, M. Sidibé. Je suis Oumar B. Sidibé pour la présentation. Encore une fois, bienvenue à tous. Le nom du cadre le plus corrompu de l'administration malienne est désormais connu. Il s'appelle M. Nuhu Tapili, président de la Cour suprême. C'est du moins ce qu'a proclamé Mamadou Sissé Koulibaly, président du patronat du Mali. C'était à la faveur d'une conférence débat animée par l'un des juges de notre tribunal de l'actualité, professeur Clément Dambélé. Professeur, vous avez été témoin de cette déclaration. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la teneur du message que le président du patronat veut renvoyer au reste du monde? Bonsoir, M. Sidibé. Vous avez aussi été témoin de la déclaration parce que vous étiez dans la salle en tant que presse invitée. Mais, la déclaration, elle est très simple. Il faut que les Maliens comprennent aujourd'hui que ce n'est pas la première fois que Maurice Sissé Koulibaly sort pour faire un combat. Il fait partie des acteurs qui ont combattu au Mali pour amener la démocratie et la liberté d'expression dans ce pays. Il faut se rappeler, tout simplement, que cet homme a été l'un des premiers à ramener la liberté d'expression et du journalisme au Mali et qu'il a été un des grands acteurs qui a investi dans ce sens et qui a même fait la prison au nom de la liberté d'expression. En dehors de cela, aujourd'hui, tous les rapports, depuis 2017, le rapport du vérificateur général, qui est un rapport qui se base sur l'année 2015, qui parle de 75 milliards de francs CFA et 150 milliards qui ont disparu. Manque à gagner. Et quand on fait la compilation des différents rapports du FMI, de la Banque mondiale, on prend le rapport de l'Agence Transparency, on prend l'Afrobaromètre, on prend plein d'autres rapports, une dizaine de rapports qu'on compile, on se rend compte aujourd'hui que la corruption, le vrai problème du Mali, que ce soit le chômage, l'autosuffisance alimentaire, l'insécurité au Mali, le conflit intercommunautaire au Mali, l'immigration clandestine au Mali, le problème des Maliens de la diaspora qui ont peur d'investir, qui ont peur de venir, qui n'ont plus place au Mali, le problème de l'investisseur intérieur au Mali ici, c'est-à-dire les secteurs privés, le problème du Malien lambda, la misère au Mali, le problème de santé de base, que tout ça est lié du fait qu'il y a un petit clan et un petit nombre de personnes que Maurice Sissé avait dit 1600. Après, il y a les gros poissons, c'est 200. Et les plus gros poissons sont au nombre aujourd'hui de 50, ont pris le pays, l'État malien, en otage. Je vous dis une chose. C'est qu'il y a 18 millions de Maliens à l'intérieur du Mali. 5 millions de Maliens, normalement, à l'extérieur. Ce qui fait 23 millions de Maliens. Le Mali est 3 fois plus grand que la France. Alors que la population française est 3 fois plus... elle est plus nombreuse que la population malienne. Mais il y a plus de lois, 3 fois plus de lois de lutte contre la corruption au Mali, plus d'institutions, d'outils de lutte contre la corruption au Mali qu'en France. Mais le Mali bat le record. Nous sommes encore aujourd'hui 137e sur les 178 pays. Donc une sortie justifiée avec l'ampleur de la corruption dans notre pays. L'ampleur, ça dépasse même la déclaration de Maurice Sissé Koulibaly. La corruption aujourd'hui, ce qu'il a dit, ça dépasse ces niveaux-là. Okay. Et si aujourd'hui, parce que j'entends partout, un peu partout, je termine là-dessus, lorsqu'on sort pour dire certaines choses, c'est parce qu'on a la main dessus. Okay. On ne fait pas de déclaration gratuite. Ok. Monsieur Aïdara, vous êtes de la société civile, une personnalité de ce niveau, Mamadou Sissé Koulibaly, qui fait une telle déclaration, qui indexe un chef d'institution de corrompu. Écoutez, nous, la diaspora, l'avantage que nous avons, c'est que nous vivons dans plusieurs pays. En ce qui concerne la déclaration de M. Koulibaly, je dirais qu'il a défendu une très bonne cause, mais pas forcément une bonne approche. La corruption, elle gangrène tous les pays d'Afrique, et le Mali a une place la plus visible, je dirais, dans la corruption.
Et si vous faites la différence entre le développement du Mali et d'autres pays qui reçoivent les mêmes aides, qui ont les mêmes ressources humaines, qui ont le même sous-sol, et la corruption joue un rôle de frein pour le développement. C'est vrai que c'est un groupe de personnes, d'individus, qui, au passage, arrivent à faire des choses. Nous, diaspora, on a été victimes plusieurs fois à notre arrivée ici. Mais ceci dit, que l'Europe, je dirais, le pays le plus corrompu au monde, c'est les États-Unis. Et aussi l'Europe. Je dirais même la France fait partie, le deuxième pays. Mais la corruption se fait comment? Là-bas, c'est des cabinets de lobbying. Rien qu'à Bruxelles, tu as 315 cabinets de lobbying. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire un cabinet de lobbying? Aux États-Unis, à Washington, tu as plus de 400 cabinets de lobbying. Vous partez voir un cabinet, c'est des avocats, comme le professeur Etienne, et vous le dites, bon, nous, on veut une telle loi qui puisse passer à l'Assemblée. Vous passez par eux pour payer. Vous ne payez pas le député, le congressman. C'est ça la différence de la corruption chez nous et la différence de la corruption chez eux. Donc la corruption n'est pas un frein au développement finalement, non. Si on suit votre approche. Non. Elle est un frein au développement parce que cette corruption, c'est une corruption pour faire passer des lois, pour avancer des entreprises ou un certain nombre de dossiers qui sont à l'Assemblée. Mais la corruption au Mali, c'est du DG au dernier patron de l'institution. Donc, et ça pose problème. Okay. Voilà. Monsieur Camara, vous êtes un intellectuel, un homme politique. Quel est votre regard sur cette finalement accusation du président du patronat à l'endroit du président de la Cour suprême? Merci M. Sidibé, merci aux téléspectateurs et aux auditeurs de Nouveau. En réalité, n'est-ce pas, le phénomène de la corruption, comme M. Haïdara et le professeur Clément l'ont dit, c'est un phénomène humain, n'est-ce pas? C'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les pays du monde, peut-être avec des ampleurs différentes et avec des méthodes, n'est-ce pas, c'est-à-dire des procédures, des procédés différents. Cela dit, cette sortie, très sincèrement, en ce qui me concerne, a été une grande surprise. Parce que M. Koulibaly, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est un grand entrepreneur. Pourtant, il avait prévenu qu'il avait des noms. Oui, il avait prévenu qu'il avait des noms, il est sorti, je crois que c'était la deuxième fois. C'est, n'est-ce pas, un grand entrepreneur, c'est un homme d'envergure pour son parcours. Mais cette sortie, très sincèrement, m'a beaucoup surpris, en tout cas, à travers la façon. C'est-à-dire sortir à travers une conférence, fut-elle sur le thème de la corruption, animée par un brillant professeur, n'est-ce pas, le professeur Clément, et dire que telle personne ou telle personnalité est la personnalité la plus corrompue du pays, à ce que je sache, il n'y a pas eu une compétition, n'est-ce pas, entre les corrompus et que quelqu'un soit déclaré plus grand corrompu. Première chose. Deuxième chose, alors je me dis qu'au fond, s'il y a un corrompu, il y a des corrupteurs. Maintenant, c'est qui les corrupteurs? Et aussi, bien entendu, je me dis qu'au fond, pour quelqu'un de son envergure, je vais dire, n'est-ce pas, de l'envergure de M. Koulibaly, quand on fait des sorties comme ça, relativement au président de la Cour suprême, qui est quand même une institution de ce pays, quand on déclare que, n'est-ce pas, le premier juge, je n'ai pas dit le premier magistrat, c'est-à-dire que le premier juge, je crois que je ne me trompe pas de terme, alors d'un pays est le plus grand corrompu du pays, ce n'est pas un message qui rassure. Ce n'est pas un message qui rassure et ça ne donne pas, à mon avis, n'est-ce pas, une bonne impression, n'est-ce pas, du pays. Et très sincèrement, je me dis aussi que on peut avoir des éléments qui attestent que quelqu'un est corrompu. On peut avoir des soupçons, n'est-ce pas, alors de corruption n'est-ce pas, qui pourrait peser sur quelqu'un. Mais je ne suis pas juriste, je parle sous le contrôle des juristes. Je crois que pour déclarer que quelqu'un est corrompu, sinon même le plus grand corrompu, il faudra que cette personne passe devant un tribunal, qu'il soit déclaré corrompu.
il faudrait que, n'est-ce pas, pour dire que quelqu'un, alors, parce qu'il y a eu quand même des mots très forts, hein, n'est-ce pas, de plus grands corrompus, meurtriers, n'est-ce pas, beaucoup d'infâmes, c'est vraiment des choses, très sincèrement, l'approche, comme l'a dit M. Haïdara, ne me paraît pas, en tout cas, très opportune. Et je crois que compte tenu, n'est-ce pas, de l'institution que le président Tapili, n'est-ce pas, incarne, compte tenu, n'est-ce pas, de ce qui représente M. Koulibaly même sur l'échiquier national. En tout cas, ces déclarations-là me paraissent assez graves, et pour ne même pas dire même insultantes. Voilà. Etienne, quel est le regard de l'universitaire que vous êtes sur ces jets de cailloux du président du patronat dans les jardins de Tapili? Non, moi je ne reviendrai pas sur la forme qui, de mon point de vue, n'a pas été la bonne formule. On ne va pas s'étaler dessus. Mais la problématique soulevée est réelle. Et cette problématique est un frein, effectivement, au développement de notre pays. Mais depuis la première déclaration du président du patronat, je l'ai dit, que le problème est très mal posé. Parce qu'aujourd'hui, parler de la corruption dans notre pays ne peut pas être traité en indexant telle ou telle catégorie socio-professionnelle, ne peut pas être traité en disant simplement que c'est le fait des fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, ils sont combien? Lui-même, il a rappelé les chiffres, 16 000. 16 000 oui. Et dire que l'ensemble de la corruption au Mali est fait et entretenu par cette catégorie-là, je dirais que c'est de la stigmatisation et c'est mal connaître le problème de mon point de vue. Et c'est surtout refuser de reconnaître la responsabilité des acteurs du secteur privé dans la corruption dans notre pays. Aujourd'hui, toutes les enquêtes sérieuses qu'il y a eu dans ce pays, toutes les études économiques sérieuses qu'il y a eu dans ce pays ne placent pas les magistrats en tête de ces classements. Vous vous rappelez de l'enquête de la Fondation Frédéric Ebert qui clairement donne des critères pour dire telle catégorie répond aux normes de corrompus, telle catégorie correspond aux normes de corrupteurs. Et Sinsi Koulibaly, sans donner le moindre critère, sans donner, parce que nous sommes des scientifiques, on ne s'hasarde pas à traiter telle ou telle personne de corrompu. Donc je dis, si la problématique soulevée est réelle, il nous faut effectivement aller au-delà des déclarations fracassantes et poser le vrai diagnostic. Et de mon point de vue, le vrai diagnostic a commencé à être posé par mon professeur, mais qui refuse, je ne sais pour quelle raison, de reconnaître que les rapports qu'il a cités, les 155 milliards, qui d'ailleurs ne sont qu'une broutille comparée au manque à gagner des autres rapports, ne sont pas que le fait de la corruption, mais surtout le fait de la mauvaise gestion également, le fait de la mauvaise utilisation des fonds publics, etc., etc. Donc je dis, si nous devons traiter la question de la corruption, il nous faut d'abord nous mettre d'accord, qu'est-ce que nous appelons par corruption? Parce que comme vous le savez, il y a la petite corruption, il y a la grande corruption. Et les économistes nous disent que la petite corruption est même nécessaire pour le bon fonctionnement de l'économie. Mais la grande corruption, celle qui utilise les fonds publics, les fonds d'une majorité pour le confort ou pour l'entretien d'une minorité, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Et ceux qui sont, je vais faire la même chose que Sinsi, ceux qui sont les plus corrompus dans ce sens-là, ce sont d'abord les acteurs, le secteur privé. Parce que, comme vous le savez, notre économie est portée en partie par le secteur privé, 80%. Et vous savez également que dans ce secteur-là, le secteur informel représente près de 70%. Et dans ce secteur informel-là également, vous voyez que les gens ne payent pas d'impôts. Donc vous estimez que Sinsi a raté sa cible carrément? Absolument, il a raté sa cible et il a surtout raté l'analyse qu'il fallait poser et surtout parler des solutions. Parce que dans cette optique-là, il met plus le curseur sur les personnes et non pas sur la pratique, qui pourtant c'est la pratique elle-même qui gangrène notre société comme quelqu'un l'a rappelé et dont il faut trouver une solution. Mais professeur, est-ce que finalement Mamadou Sinsi Koulibaly aussi n'est pas en train de se substituer au service d'enquête habilité? Il faut qu'on pose bien le décor. Je pense que les gens, il faut qu'ils se comprennent. Puisqu'on parle d'intellectuels, posons une méthodologie intellectuelle. Il faut qu'on sorte un peu de cette forme
d'hypocrisie chez nous au Mali, de dire que oui, mais ce n'est pas la bonne forme, ce n'est pas la bonne formule, il faut laisser au juge. Sincèrement, entre nous. Qui peut me dire ici sur ce plateau qu'il n'y a pas la corruption au Mali? Qui peut me dire sur ce plateau qu'il n'y a pas un petit groupe qui prend la part de vos enfants, de vos petits-enfants? Que dans chaque famille malienne, il y a au moins un chômeur qui certainement ne trouvera jamais du travail avant l'âge de 40 ans par le fait de la corruption. Parce qu'il n'a pas quelqu'un il n'a pas les moyens de corrompre ou il n'a pas les moyens d'influence, de trafic d'influence, parce que donc il va rester à la marge de la société. Qui peut me dire ici au Mali? Et ceci n'a jamais dit, il n'a jamais dit que ce sont les magistrats qui sont les plus corrompus. Jamais. J'ai analysé toutes ces déclarations. Encore quelques minutes avant que je vienne ici, j'étais en train de... Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas fait de stigmatisation. La deuxième chose, il a stigmatisé les fonctionnaires quand même. Il a dit les fonctionnaires, pas les magistrats, et il n'a pas dit que l'intégralité dit le problème du secteur privé. Comme il cite Frédéric Ebert, le dernier rapport de Frédéric Ebert sur 2018 dit que 77,20% des entreprises maliennes enquêtées, 77%, déclarent que leur problème de fonctionnement est lié à la corruption, qu'elles sont obligées de corrompre pour accéder aux services sociaux et aux services fiscaux plutôt. C'est-à-dire que quelque part, mon très cher ami Etienne Faraba sera d'accord avec moi en tant qu'économiste, que parfois dans le système économique même, il y a une idéologie qui obscurantiste, qui consiste à ne pas te dire, bon, viens, tu vas corrompre. Mais on t'oblige, on fait en sorte que tu ne peux même pas être concurrentiel, tu ne peux même pas être rentable si tu ne rentres pas dans le jeu de la corruption. C'est ça aujourd'hui, intellectuellement, qu'il faut aller détricoter pour voir comment cette organisation mafieuse s'impose au bon fonctionnement de l'État. Maintenant, quand tu prends le Afrobaromètre, qui donne à peu près le même chiffre, 79% des entreprises maliennes sont racketées par une catégorie de l'administration. On ne parle pas des juges. Quand on parle de l'administration fiscale, on ne parle pas des juges. Donc, on ne stigmatise pas. Je n'ai jamais dit, non plus, Malandou et Sensi Koulibaly, dont je ne suis pas l'avocat, n'a jamais dit que ce sont les magistrats ou ce sont, etc., etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à un niveau, sincèrement et honnêtement, intellectuellement, pour tous ceux qui ont un gramme de moralité dans ces pays, de dire... Mais est-ce que le fait de citer nommément un chef de famille... Un chef de famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, monsieur Sidibé, un chef de famille? Est-ce que si un chef de famille fait quelque chose, on ne doit pas le nommer? Est-ce que dans ces pays, vous voulez répéter la même chose qu'Atité nous avait dit? Oui, mais Mamadou Cissé Koulibaly n'est pas le juge. De famille. N'est pas le juge. Est-ce qu'on a besoin d'être juge dans un pays où 1 milliard qui correspond à 53 ans, quand tu consommes 50 000 francs professeur, par jour, vous reconnaissez avec moi que Mamadou semaine. Cissé Koulibaly n'est pas le juge habilité à déclarer la culpabilité des citoyens. Koulibaly n'a pas déclaré la culpabilité. Il n'est pas en train de dire qu'il faut le mettre en prison. Il l'a condamné. Mamadou Koulibaly est en train de dire un homme libre, c'est qu'il possède comme renseignement, comme vous les journalistes. Si moi je vous dis de ne plus jamais citer mon nom tant que vous n'avez pas mon essai date de naissance, vous allez avoir du mal. Ok, d'accord. Moi, je termine une chose. On va très simple là-dessus. J'aurais honte de trouver un Malien en face de moi qui va essayer de juger ou de défendre l'indéfendable pour des raisons morales, pour des raisons d'éthique et des raisons de dignité. Sortons un peu de ces freins de dire que oui, mais il ne faut pas... Si Koulibaly n'a pas fait la bonne méthode, menez vous-même la bonne méthode. Si Koulibaly a fait ça c'est Mamadou Sensi Koulibaly. Et vous-même, mais sortez maintenant et dites ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire. Certains me diront, comme Etienne Faraba m'a dit tout à l'heure qu'il a écrit un livre. Quand c'est lu par 3% des Maliens, au moins Mamadou Sensi Koulibaly parle. Maintenant, Etienne Koulibaly que je connais, qui est un intellectuel activiste, je pense que demain, la semaine prochaine, c'est Etienne Koulibaly qui va sortir. Maintenant, Etienne Koulibaly. Avant de donner la parole à Idara Chagner, qui va sortir maintenant pour faire son combat. Voilà, donc, voilà. Aider les gens dans ce combat quand même. Non, au fond, moi je pense qu'il faut qu'on soit clair. Ça n'est pas possible. Monsieur le professeur, je souhaite qu'il faudrait qu'on se comprenne. Tout le monde est unanime, n'est-ce pas, sur les conséquences
à la fois sur le plan social, économique, par rapport au climat des affaires et tout, n'est-ce pas, sur la corruption. Et ne comptez pas, en tout cas sur moi ici, pour faire l'apologie de la corruption. Merci. Ça, c'est une évidence. Ça, je le sais. Maintenant, cela dit, il faut quand même comprendre qu'on est dans une société. Et une société, elle fonctionne selon des règles. Auquel cas, on sera dans l'anarchie. Vous faites allusion, n'est-ce pas, à des informations que vous détenez, que moi, je n'ai pas. Qui n'ont pas été divulguées. Voilà, que je n'ai pas. Et ces informations, qui en sont les auteurs? Alors, dans quel intérêt, n'est-ce pas, ils ont publié ces informations? C'est pour mener quel combat? C'est dans l'optique, n'est-ce pas, d'atteindre quel objectif? Je crois que, n'est-ce pas, nous sommes des intellectuels. Il y a ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle et la franchise universitaire, qui font que ce n'est pas parce que, en dépit de tous les respects que j'ai pu savoir pour vous, que vous dites quelque chose que je dois y adhérer. Ça n'a jamais été ma démarche. Donc, cela dit, n'est-ce pas? Je me dis simplement que lorsque quelqu'un avance des accusations aussi graves, sinon même, n'est-ce pas, des injures, on peut les qualifier de cette façon-là, contre une personnalité éminente de la République. Quelque part, n'est-ce pas, la personne devrait passer par une autre façon de faire. S'il détient, n'est-ce pas, des éléments de preuve, pourquoi attendre, n'est-ce pas, cette conférence-là pour sortir et dire qu'il y a telle personne? Pourquoi ne pas entreprendre d'autres démarches? Cela aussi est possible. On est dans un état de droit. Mais personne ne pourra nous faire comprendre ici, ni même, n'est-ce pas, nous faire accepter que ce n'est pas, avec tous les respects qu'on puisse avoir pour M. Koulibaly, ce n'est pas parce que M. Koulibaly a dit que telle personne est le plus grand corrompu que nous devons forcément croire à cette allégation-là. Donc, je réitère encore une fois que, n'est-ce pas, nous sommes tous unanimes et nous sommes tous victimes, n'est-ce pas, du phénomène de la corruption, d'une certaine façon. Mais nous ne pouvons pas, en tout cas, dire que quelqu'un est corrompu dès lors que les faits ne sont pas établis. C'est-à-dire si des faits de corruption ne sont pas établis par les instruments qui permettent, n'est-ce pas, de le considérer comme tel. Ok. Aïdara, le professeur semble dire que vous autres de la société civile êtes jaloux du courage de M. Sissou Koulibaly. Non, il ne faut pas faire dire au professeur ce qu'il n'a pas dit. Non, le professeur n'a pas dit. Et encore une fois, le professeur Koulibaly défend une très bonne chose. Dembélé. Non, professeur Koulibaly, mais je parle de Sissou Koulibaly. Il défend une très bonne chose, mais par une très mauvaise approche. Et tout le monde est unanime que la corruption à tous les niveaux. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'à Washington, vous avez plus de 400 cabinets lobbying. La définition de lobbying, vous le verrez dans le dictionnaire. À Bruxelles, ils sont plus de 312. C'est la conception de la corruption. Je pense que c'est ce qu'il faut édifier aux gens. Si vous prenez, vous savez, aujourd'hui, ils prennent un avion, ils cherchent à éliminer un terroriste et ils savent qu'une information que le terroriste se trouve dans un marché ou un mariage, on dépose une bombe, on tue des innocents, ils cherchent une personne. C'est les Européens, ça c'est acceptable parce qu'on cherche les terroristes. Mais nous disons, vous avez tué des innocents. Vous voyez la conception pour eux, s'il faut tuer une cinquantaine de personnes en mariage, pour tuer une personne, c'est faisable. Et quand quelqu'un met une ceinture, il va dans un mariage, il s'explose, là-bas, c'est un terroriste. Vous voyez le problème de la conception. Donc la corruption, nous disons, elle est de partout. Aux États-Unis, quand je viens payer le professeur avocat et pour me faire plaider mon projet auprès de sénateurs ou congressman, et que cette loi passe parce que j'ai payé, oh oui, c'est très bien ça. Ah non, nous, Africains, nous, Maliens, on disait que ça, c'est une corruption. Donc, il est important d'édifier les gens. Qu'est-ce que c'est que la corruption? Quelle est la méthodologie par laquelle on passe pour corrompre? Et qui est le corrupteur? Donc, M. Koulibaly a le mérite d'accuser quelqu'un
Moi, je suis persuadé qu'il a certainement de preuves pour le montrer. Il a fait un coup de communication. Vous savez, il y a la communication où elle est individuelle, où il y a une communication de groupe, où il est en communication de masse. Il a fait un coup de communication de masse. Et ce coup de communication, il a atteint son cible parce que nous voilà autour d'une table en train de parler de ça. Et vous savez, les Maliens et le monde entier est divisé en trois. Ceux qui sont dans la télé, comme nous maintenant, ceux qui sont devant la télé, comme ceux qui nous regardent aujourd'hui, et ceux qui font la télé, qui sont vous. Donc, il a réussi à avoir l'attention de tous ceux qui, les 3/4 du Mali, qui sont devant la télé. Il a parlé d'un cas, tout le monde connaît la moralité de Tapli ici. Tapli n'est pas arrivé à la Cour suprême, et comme ça, il a un parcours. Vous comprenez? Et tout ce qui le suit. Donc, le fait d'atteindre, en tout cas, j'espère bien qu'il a des preuves irréfutables, chef d'une institution, pour lui dire que vous êtes le plus grand corrompu, c'est lui qui le dit, hein, ce n'est pas Jérif Haïdara. L'un des. Donc, ça veut dire le plus grand. Il dit le plus grand. Donc, on attend qu'il nous sorte ses preuves. Et les autres vont suivre. Pour conclure, monsieur Sidibé, je dirais c'est un phénomène qui ne peut être combattu que par des institutions fortes, et ces institutions ne peuvent être animées que par des hommes intègres qui aiment ces pays. Etienne, mais est-ce que si on laissait trop la liberté à M. Sissi de lister encore ces dessins-là, est-ce que ça ne va pas créer une sorte de désordre, quoi? Écoutez, avant de répondre... Qui va aboutir à un délit de faciès, finalement. Permettez-moi de réagir sur les propos de mon professeur, pour dire qu'il peut, comme il est éloquent... C'est votre professeur, hein, absolument, il peut continuer à vouloir jouer sur la sensibilité des uns et des autres, toucher leur sensibilité pour justement leur faire adhérer à leur cause, mais ce n'est pas ça la question fondamentale. Aujourd'hui, quelle est la problématique qu'on soulève? La question, c'est de savoir de quoi est-ce qu'il était question. C'était de la corruption. Quel était l'objectif? Lui, son objectif en tant qu'animateur, en tant que conférencier de la rencontre, et Sissi en tant qu'organisateur, quels étaient leurs objectifs? C'était d'alerter sur un fait qui mine notre société, la corruption. Et donc, partant de ce fait-là, on ne peut pas, sur un coup de communication, mettre en avant juste une personne, sa moralité, sans pour autant étayer avec des faits, avec des données, avec... Non, c'est cela le problème de la démarche. Maintenant, le mérite qu'il a, c'est effectivement d'avoir réussi son coup de communication en attirant notre attention, en nous permettant de débattre de cette question. Et en débattant de cette question, notre rôle en tant que économiste, en tant que chercheur, c'est justement de poser le vrai débat et de sortir des questions de personnes. Poser aujourd'hui le vrai débat, je l'ai dit, ce n'est pas tant les personnes, c'est un système d'abord. Je vous ai dit, la corruption, c'est un problème économique. C'est un problème de société, mais pour nous, c'est un problème économique. Et de ce point de vue, il faut voir la structure de notre économie. Je vous ai rappelé tout à l'heure que notre économie est portée en partie par le secteur privé. Et que dans ce secteur privé-là, c'est eux, Sissi Coulibaly et ses collègues, qui animent ce secteur privé-là. Et ce sont eux, justement, qui ne payent pas les impôts. Ils aiment les chiffres. 95% de ceux qui ont les marchés publics corrompent des fonctionnaires pour pouvoir avoir ces marchés publics-là. Dans leur exécution... Mais justement, c'est ça que Sissi dénonce finalement. Non, ils dénoncent parce qu'ils jouent le jeu. Et peut-être qu'aujourd'hui, les fonctionnaires ont été beaucoup plus gourmands et leur bourse ne peut plus supporter cette corruption-là. Mais tant que ça marchait, ça allait. Et personne ne s'en plaignait. Maintenant que justement, on les évite, on évite le secteur privé malien pour aller prendre, dans le cadre des investissements directs étrangers, d'autres opérateurs d'autre part, maintenant ils se plaignent. Okay. C'est pourquoi je dis que la démarche n'est pas honnête. Okay. Et Clément, est-ce que aussi Sissi n'a pas péché au niveau du terrain de la preuve à l'appui? Non, en fait, c'est une question de méthodologie. Moi, je t'ai invité, et je pense que Dr Etienne Faaba a tout compris. Moi, je t'ai invité à animer le débat et à parler notamment sur le rôle du secteur privé. Qu'est-ce que le secteur privé peut faire dans la lutte contre la corruption? C'était mon rôle et mon intervention était sur ça. À un moment, après, à la fin de la conférence, on a donné la parole aux journalistes dont tu faisais partie. D'ailleurs, tu as été le premier à poser la question et qui devait poser des questions. Et à un moment, un journaliste, je ne sais plus qui,
a posé la question à Mamadou Sensi Coulibaly sur cette histoire de liste de 200 fonctionnaires les plus corrompus. Et ça lui a été posé la question. Il a été interpellé. Et c'est à ce moment que Mamadou Sensi Coulibaly a pris la parole. Et la question n'était pas adressée à moi. Et le journaliste précise, je veux que ce soit Mamadou Sensi Coulibaly qui me réponde si, est-ce que Maurice, vous avez la liste de 200? Si c'est vrai, dites-nous le nom au moins d'une personne sur votre liste et on veut savoir maintenant et tout de suite. Donc Maurice Sensi Coulibaly, il réagit, il répond à la question du journaliste. C'était après la conférence. C'était le moment de questions-réponses. Vous étiez là, monsieur Sidibé. Maintenant, moi, je veux dire une chose très simple. Si vous avez les bonnes manières, les bonnes méthodes, monsieur Camara, si vous pensez qu'on doit faire de bonnes approches, je vous invite sur le plateau de la dignité de rejoindre ce combat. Ce n'est pas le combat de Mamadou Sensi Coulibaly. Il est dit dans son discours d'ouverture, ce n'est pas un combat de Mamadou Sensi Coulibaly. C'est le combat de toutes les générations. C'est votre combat. Et il est dit, je n'ai plus rien à perdre. Il nous a trouvés dans ce combat-là. Mais continuez maintenant à ramener... C'est ça l'erreur, justement, monsieur Sidibé. C'est de penser que ramener donc la bonne... ramener la bonne méthode. Et je l'ai dit en disant, ce n'est pas mon combat, c'est le combat de tout le monde. Ça veut dire qu'il ne s'approprie pas ce combat-là. Je ne vais pas vous apprendre à parler français quand même. Il ne s'approprie pas le combat, il dit, ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas le combat de Mamadou Sensi. Donc, dire qu'il vous a trouvé dans ce combat, il reconnaît lui-même. Maintenant, il dit, je ne demande pas aux gens de me suivre. Organisez-vous, faites comme vous voulez, moi je fais ma part. Il est dit dans son discours, je fais ma part. Vous étiez là, je fais ma part. Et le reste, c'est à vous. Maintenant, monsieur Sidibé, je termine. Je termine là-dessus. Je demande à M. Etienne Faraba, spécialiste économiste, spécialiste de l'économie du Mali et qui a des bonnes manières pour lutter contre la corruption, je lui demande de proposer les méthodes et moi je serai le premier élève dans son école pour combattre ces fléaux parce que j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Pas pour moi-même. Moi j'en ai déjà assez pour vivre, mais je pense à mes enfants, aux enfants d'Etienne Faraba qui sont mes neveux, aux enfants de Camara, aux enfants d'Aïdara qui sont à l'extérieur. Que chacun doit, non, sérieusement, là je suis très sérieux et honnête, que chacun doit combattre ça. Okay. Si vous voulez qu'on se taise, acceptons d'être complices moralement et historiquement devant ces faits. Okay. Si vous voulez qu'on le combatte, dites-nous quelles sont les bonnes manières et je serai prêt à être dans l'équipe qui va se joindre à Etienne Faraba et à M. Kamara, M. Aïdara pour qu'on lutte contre ça. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. Alors, moi, je pense que ce combat, comme a dit Etienne, a toujours existé. Et M. Coulibaly a été toujours là pour défendre la liberté et la cause des Maliens. On ne peut pas le nier ça. Et il y a un philosophe qui disait « Aucune cause ne peut réussir sans une éducation pédagogique. Si nous voulons réussir à combattre la corruption, il faut éduquer les gens à combattre la corruption. Notre rencontre périodique, discuter du débat de corruption, ça ne réglera pas le problème. Alors, il faut éduquer les gens, la corruption, il faut qu'on l'inscrive dans votre curriculum d'université et faut qu'on les enseigne aux primaires, aux secondaires. Si cette cause n'est pas prise en compte par tout le monde et au niveau éducationnel, je ne pense pas qu'on va y arriver. Mais il faut que vous compreniez, la corruption fait partie du mode de vie. Elle ne changera pas. Elle peut évoluer, on peut l'atténuer. Je vous donne un exemple. J'ai participé à une négociation avec un groupe qui est envoyé par un pays, je vais taire le nom, qui n'a pas atteint les objectifs fixés par le FMI et la Banque mondiale. Ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau. Et un autre pays qui a fait moins que ce qu'ils ont fait, mais ils ont vu leur programme reconduit. Ils m'ont dit, mais comment est-ce que ça c'est possible? Je lui ai dit, demandez-leur comment ils ont procédé pour obtenir ce qu'eux, ils ne devraient pas obtenir. Surtout vous, vous avez atteint beaucoup plus d'objectifs qu'eux. Vous savez ce qui s'est passé, Michel? On les a juste donné le numéro de Cameroun Lobbying à Washington. Le prochain programme, ils ont obtenu sans atteindre les objectifs. Ça veut dire que la corruption, même avec les institutions qui ne les imposent, les acceptent. Donc vous justifiez la corruption à la limite. Voilà, non, en fait, je suis absolument d'accord avec M. Haïdara
que ce n'est pas, n'est-ce pas, un coup de com' qui va changer, n'est-ce pas, le destin d'un pays ou d'une société. Lutter contre la corruption, n'est-ce pas, ça ne se décrète pas, ça ne s'improvise pas, ça ne se fait pas en indexant des individus. Encore une fois, je voudrais attirer l'attention du professeur sur ça. Je sais que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a beaucoup de passion pour ce pays. Et ça, c'est à son honneur. Et chacun de nous, modestement, essaye de contribuer en sa façon, avec ses petits moyens intellectuels et autres, n'est-ce pas, à édifier, n'est-ce pas, ce pays-là. Mais je dis encore une fois que ce pays a suffisamment de problèmes. Suffisamment de problèmes. Et il faut faire extrêmement attention. Si on doit attaquer 200 personnes, ou bien 50 personnes, ou bien 1600 personnes, sans que cela ne soit étayé par des faits. Et bien entendu, c'est-à-dire que je me dis, pourquoi même aujourd'hui, attendre aujourd'hui pour sortir et dire ça? Le temps de silence, là, c'était pourquoi? Pourquoi maintenant? À quelle fin? Et quelque part, n'est-ce pas, il y a plusieurs questions que chaque intellectuel est en droit de se poser. Chaque intellectuel est en droit de se poser plusieurs questions relativement à ça. Donc je me dis simplement que, alors, évitons, n'est-ce pas, de vouloir improviser les choses. Okay. Voilà. Le dialogue politique, s'il est allié, s'il est bien tenu, s'il est bien conduit, pourrait être un tournant important dans le combat de la rédemption et le relèvement de notre vieux pays. Cette phrase est de Tcheblin Dramé pour camper les enjeux du dialogue politique amorcé depuis un certain temps par les acteurs politiques. Etienne Fakaba Sissoko, cette phrase, est-ce un opposant qui a soif du dialogue? Je ne sais pas. C'est en tout cas un homme clairvoyant qui a compris que la situation du pays est exécrable et que aujourd'hui, chaque camp a essayé tant bien que mal, opposition et majorité, de se battre pour faire sortir le pays seul de la crise, et chacun d'eux a échoué. Et donc, c'est la parole d'un homme qui, conscient de ses limites, conscient des limites de ses adversaires politiques, trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui que les uns et les autres acceptent de taire leurs égos, de taire leurs intérêts personnels à un moment donné, et qu'ils se parlent en tant que frères, qu'ils se parlent en tant qu'humains, tout simplement, parce que c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu, parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Mais là où je ne suis pas d'accord avec cette phrase, et j'espère qu'on va le développer un peu plus tard, c'est quand ce dialogue dont il est question se résume à un dialogue purement politique, un dialogue entre acteurs politiques. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que je dis, vu l'immensité des problèmes que nous traversons, vous suivez l'actualité tout comme nous, vous voyez les grèves à répétition, vous voyez la tension sociale, vous voyez les crises intercommunautaires. Tout cela montre que la crise que nous traversons n'est pas que politique, mais elle est aussi sociale. Et donc, de ce fait, le dialogue qui s'amorce ou qui doit s'amorcer ne doit pas être qu'un dialogue politique, mais un dialogue social, un dialogue national, si on peut le dire. Okay. Professeur, quand c'est Tcheblin Dramé qui s'exprime ainsi, quelle est la symbolique finalement? La symbolique, c'est qu'il faut dialoguer, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont incapables de gérer tout seul le pays. Il c'est qui? Il c'est la mouvance présidentielle, il c'est l'opposition malienne. Quand vous les laissez chacun gérer le Mali, ça a été toujours une catastrophe. Il faut qu'ils se rendent compte aussi que ce sont des enfants qui sortent du même ventre. Ils ont la même maman et ils ont eu une même école de pensée. Et j'ai un grand respect envers Tcheblin Dramé, que je vois plutôt comme un homme activiste un peu moins politique, plutôt activiste. Donc pour cette approche... Mais il a un parti, il est chef de parti politique. Non, il est beaucoup plus activiste. Tcheblin Dramé a toujours évolué dans cette forme d'opposition. Il évoluera toujours. Mais qui est chef de parti politique? Oui, chef de parti politique. Tout le monde est chef de parti politique au Mali. Il y a 200 et quelques, donc c'est pas compliqué d'être chef de parti politique au Mali. Mais moi, je vais tout simplement... Je parle de l'homme, pas en tant que chef de parti. Je parle de l'homme, de son profil intellectuel, son profil politique. Il a beaucoup plus tendance à être activiste qu'être politique. Cela dit, la main tendue du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a tendance à être reçu, et qu'il y a quelques semaines on disait que c'est une main invisible,
et que finalement on a cherché la main invisible qu'on a retrouvée, c'est une bonne chose, il faut discuter. Et je fais partie des tout premiers qui disaient, déjà la nuit du résultat des élections, qu'il faut qu'ils dialoguent, qu'ils discutent. Docteur Etienne Faraba Cissokho a tout à fait raison de dire qu'il faut aujourd'hui aller au-delà d'un simple discours politique et symbolique. Le problème, c'est quoi? Si c'est pour aller discuter, se donner la main, et qu'on voit dans quelques semaines, déjà on entend les rumeurs de coulisses, mais je ne déclarerai pas ici, mais qu'on voit bientôt que certains deviennent des ministres, que certains deviennent parce qu'ils n'arrivent pas à payer les factures, d'électricité ou de l'eau, je ne sais plus, mais que certains n'arrivent pas à assumer les responsabilités pécuniaires de leur famille, parce que la politique est devenue un métier au Mali, tout comme la corruption est devenue un métier. Et je ne pense pas qu'ils doivent penser aujourd'hui à partager le gâteau, parce qu'on a mis la pression sur Ibrahim Boubacar Keïta maintenant, qui a tendu la main, on va le rencontrer, maintenant on va discuter, on va dire, bon, moi, on va te donner tel poste, on va te donner tel poste, ça sera la haute trahison, la crime contre l'humanité malienne. Que ceux qui vont rentrer dans cette complicité, même ceux-là qui vont penser que c'est une bonne chose, sont aussi complices et criminels que ces politiciens criminels qui vont essayer de partager le Mali en gâteau. Il y en a marre, excuse-moi l'expression, il y en a marre, le peuple malien, le paysan malien dans son champ, le berger malien dans son pâturage, attend qu'une seule chose. Le Malien qui vit dans le foyer à Paris, le Malien qui vit dans le froid à Atlanta, le Malien qui travaille dans le champ en Espagne, qui est parqué à Lampedusa, il attend qu'une seule chose, qu'on change ce pays avec la vérité et l'honnêteté. Ça manque beaucoup aux hommes politiques maliens. Maintenant, ils sont en train de dialoguer. La question, c'est sur quoi ils dialoguent. Comme disait Dr Etienne Faraba, qu'est-ce qu'ils vont sortir de là si c'est pour nous dire finalement, nous sommes mis d'accord, bon, toi tu vas devenir ministre, etc. On attend dans quelques semaines, si on voit des nominations des ministres, de ceux-là même qui disaient que IBK est infréquentable, on leur dirait que vous n'avez rien à faire au Mali, vous ne devez même pas venir au Mali. Merci. Monsieur Aïdara, nous savons que vous étiez dans le secret des négociations de cette décrispation politique. Bon, je ne dirais pas qu'on était dans le secret. Comme disait le professeur, on est plus de 6 millions, on n'est pas 5, parce que le nombre de 4 millions, c'était depuis le recensement de 2009. Merci. Et quand on a constaté les résultats avec les contestations qui ont suivi, on entend à la télé la convocation du collège électoral. Et le bureau exécutif de CSDM s'est réuni pour dire attention, s'ils vont vers des élections maintenant, ça serait encore très grave parce qu'ils ne pourront pas s'entendre, et bien que c'est constitutionnel. Nous avons écrit au gouvernement et à toutes les institutions, ne faites pas les élections législatives maintenant, il faut les repousser à une date ultérieure et on propose qu'on fait les élections après la révision constitutionnelle. Nous, on visait des choses. Un, donner un temps pour décrisper un peu le climat, afin qu'ils puissent se parler. Deux, nous permettre d'avoir un droit constitutionnel d'avoir des députés et des sénateurs, s'il y a des sénateurs. Alors, quand on a écrit la lettre, le ministre de la décentralisation a convoqué tous les partis politiques. C'est la lettre de CSDM qui est jointe aux convocations. Je ne sais pas si vous étiez là-bas ces jours. Alors, dès hors de jour, la diaspora demande le report des élections et quelle date qui convient. Donc, on a eu le crédit d'avoir demandé de repousser les législatives. On ne s'est pas arrêté là. On s'est dit, il faut qu'ils se parlent. On s'est levé, on a été sur le chef de file de l'opposition. Nous l'avons dit, Monsieur le Président, grand frère, les élections sont derrière nous. Il faut savoir accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Si cette constitution-là, elle va fragiliser, diviser, rendre le Mali ingouvernable, on n'a qu'à revoir une copie. On a été aussi voir le gouvernement, on a été reçu par le Premier ministre. Nous avons félicité d'avoir tenu les élections à date, parce que c'était une question que tout le monde se posait, ça n'allait pas se faire. Et on l'a financé, le gouvernement a financé les élections. On a transmis un message pour le Président de la République qu'il a maintenu. On ne s'est pas arrêté là. On s'est retourné encore sur le chef de l'opposition pour dire, écoutez, il faut que vous parlez. Parce que dans ce pays, on est devenu un peuple anormalement normal. Anormalement normal, les Maliens et les Maliens. Alors, comment vous allez vous parler? On s'est retourné aussi pour voir le Premier ministre pour dire, il faut que vous parlez. Et on me dit, mais tu veux que je parle à quelqu'un qui ne reconnaît même pas mon président? J'ai dit oui. Parce que le président est le président de la République de tous les Maliens, y compris lui. Donc, on a joué ce rapprochement. On a eu à faire aussi adhérer d'autres personnes.
Donc on se réjouit aujourd'hui que cette question a atteint un niveau où on se parle. Il n'y a que 3 semaines qu'il a rencontré le président de l'opposition. Ils se sont rencontrés 3 fois. 2 fois, ils ont fait plus de 2 heures. La 3e fois, ils ont pris plus de 30 minutes. Après, il a rencontré Tcheblé. Il a rencontré Modibo Sidibé. Il a rencontré d'autres. Donc, il y a le mérite aujourd'hui des chefs de l'État d'avoir compris qu'il y a un problème et qu'il ne peut pas être résolu sans les autres. Et il y a un grand, je dirais, félicitations ou chapeau ou merci au Premier ministre. Il a pris son bâton de pèlerin et il a été, c'est le chef de file de l'opposition. Moi, j'ai vu des images où on l'a pratiquement insulté. Mais il a souri parce qu'il a accepté de mettre le Mali au-dessus de tout. Donc on se dirige aujourd'hui vers une description totale de la situation politique et tous ceux qui peuvent contribuer, même ceux qui ne peuvent pas payer leurs factures, s'ils peuvent être là-dedans pour faire avancer le Mali, nous la diaspora... Vous allez payer leurs factures. Voilà. Donc en fait, n'est-ce pas, je pense que le professeur aujourd'hui, le professeur, on n'est plus en campagne. Comment est terminé? Ah voilà, parce que j'ai souvent, n'est-ce pas, quand j'ai... Non, j'ai toute ma tête, je sais qu'on a... Ah bon, sinon en réalité, souvent, n'est-ce pas, j'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça. Ouais, très éloquent quand même, c'est à votre honneur. Et je serai toujours comme ça. Ouais, c'est vraiment à votre honneur. Je pense que mes convictions reviennent à ma personne. C'est clair, c'est très important. Mais au fait, vous savez, par rapport à cette question, il y a certains parlent, n'est-ce pas, de nécessité de dialoguer, mais il y a d'autres qui parlent de nécessité de partager le pouvoir. Mais cela dit, nous pensons effectivement que le fait que les 2 camps se soient retrouvés pour discuter est déjà une bonne chose. Parce que quand un pays traverse des moments difficiles, ou même une famille, tout regroupement humain, même chez les animaux, je crois que c'est réel, quand il y a une menace, n'est-ce pas, qui vient de l'extérieur, il faudrait que, n'est-ce pas, les uns et les autres se rassemblent pour se renforcer. Parce que la division a cette triste loi qu'elle affaiblit. Et, n'est-ce pas, je suis convaincu qu'au sein de la majorité, il y a des cadres de valeurs, n'est-ce pas, tout comme il y a des cadres, n'est-ce pas, de valeurs, d'éminentes personnalités, n'est-ce pas, au sein de l'opposition. Alors qu'on voit tous les jours, n'est-ce pas, il est important aujourd'hui que, compte tenu de tous les problèmes auxquels le pays est confronté, qu'on sorte, n'est-ce pas, des logiques partisanes, qu'on essaie de voir qui est capable de faire quoi et comment faire pour que, n'est-ce pas, les épaules qui sont suffisamment larges pour porter, n'est-ce pas, les défis du moment soient là afin de porter ces défis-là. Et, n'est-ce pas, il faut véritablement comprendre que, au-delà, n'est-ce pas, de nos personnes, le plus important, c'est ce pays-là. Le professeur a parlé, n'est-ce pas, de tous ces Maliens-là, alors qui quittent chaque année le Mali pour aller à l'étranger. Vous savez, moi, je suis soniqué. La majorité de ma famille est en dehors du Mali. Et je connais beaucoup, n'est-ce pas, de neveux, de cousins, qui se sont noyés dans la Méditerranée. Donc, toutes ces situations-là ne sont pas de nature. Quand vous voyez un peu tout ce qui se passe comme difficulté au Mali, dans nos villages, dans nos familles, et on voit, n'est-ce pas, des chamailleries, des politiciens, n'est-ce pas, à Bamako ici, qui ne sont pas capables vraiment de s'asseoir, de parler, de poser les vrais problèmes afin de trouver les vraies solutions. Franchement, c'est des situations, n'est-ce pas, qui sont indignes. Et nous ne pouvons que saluer cette retrouvaille-là. Et nous osons espérer que, n'est-ce pas, il en sortira quelque chose de positif pour notre pays. Etienne, est-ce que cette dynamique ne risque pas d'être cassée par cet appel à démission lancé par une coalition COFOP? Non. Permettez-moi d'abord de revenir sur ce que mon professeur a dit, sur la main tendue du président. Il oublie certainement qu'il y a eu une élection présidentielle et il y a eu un second tour. Et que c'est 2 candidats qui étaient au second tour. Et si main tendue il y a, ça doit être la main tendue des 2 candidats qu'on doit voir. Et lorsque un Premier ministre qu'on ne reconnaît même pas, dont une classe politique ne reconnaît même pas... Vous ne le reconnaissez pas maintenant? Vous qui? Je ne sais pas, vous dites un Premier ministre qu'on ne le reconnaît pas. Oui.
Qui ne reconnaît pas le Que président? l'opposition ne reconnaît pas qu'une partie... Non, je l'apprends maintenant. Non, les deux camps. Les deux. Je n'ai jamais entendu qu'une opposition ne reconnaît pas un Premier ministre qui est nommé par un Il a président. parlé de Soumaïla Cissé et d'Ibeka. C'est pas nouveau. Il peut continuer à s'agiter, mais c'est pas nouveau que lorsque les élections sont finies, avec les contestations, la légitimité du président de la République a été remise en cause. Et lorsque la légitimité du président est remise en cause, lorsqu'il forme un gouvernement que l'opposition a appelé gouvernement de fait, ça veut dire quoi un gouvernement de fait? C'est un gouvernement qu'on ne reconnaît pas. D'accord? Donc, un gouvernement qu'on ne reconnaît pas, un premier ministre de ce gouvernement-là, entame une démarche. Il a même écrit officiellement à l'opposition. Et l'opposition a répondu qu'on ne le rencontre pas, tout simplement pourquoi? Parce que ce n'est pas lui. Le problème, ce n'est pas le gouvernement. Le problème, c'était entre les deux finalistes. Dès l'instant que l'un des finalistes a eu le courage d'appeler l'autre, c'est là qu'on a assisté à la décrispation. Sur la question de la démission du PM, je pense que c'est un faux débat. Parce qu'on est en train de déplacer le problème, on est en train encore de revenir à ce qu'on dénonçait dans le premier thème, la stigmatisation, l'indexation de telle ou telle personne comme étant le problème. Ce n'est pas le PM qui est le problème, c'est les conditions dans lesquelles les Maliens vivent aujourd'hui. Et si dialogue il y a, ce sont ces questions qui doivent être traitées. De mon point de vue, quelles sont les réformes aujourd'hui qui doivent être présentées dans le cadre de la sécurité, dans le cadre de la gouvernance politique, économique, surtout dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Vous avez fait des propositions dans ce sens déjà courant la semaine. Au niveau du CRAPES. Nous, en tant que centre de recherche, ce que nous avons fait, c'est de dire notre entendement du dialogue politique. C'est de dire... nous estimons, comme je l'ai rappelé tantôt, que le dialogue ne doit pas être que politique. Ça doit être un dialogue national et que dans ce dialogue national, aucun Malien ne doit être mis sur la touche. Que tous nous sommes importants dans ce processus-là. Troisième chose, que 3 segments essentiels doivent être touchés. La recherche de la paix à travers la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la gouvernance politique et économique et la question de la sécurité. Et au-delà de ces 3 questions-là, que la priorité pour nous, ce sont les réformes. Parce que vous avez suivi avec nous les élections auxquelles nous venons de sortir, qu'il y a un problème, notre système électoral a un problème. Chacun appelle de son vœu la création d'un organe unique pour l'organisation des élections dans notre pays. Il faut qu'on aille vers cela. Chacun est conscient que notre constitution, dans la forme actuelle, dans l'exercice de notre démocratie, a présenté des limites, qu'il faut la réviser. Mais comment la réviser? C'est ça la véritable question. La mise en œuvre de l'accord, tout le monde sait que l'accord manque d'inclusivité. Et comment rechercher l'inclusivité autour de cet accord-là? Chacun sait que l'accord contient les germes de la partition de notre pays. Comment s'asseoir pour se dire les 4 vérités et dire que sur tel point de l'accord, on ne peut pas avancer? L'accord a été signé pour 18 mois. Mise en œuvre 18 mois. On est à 4 ans aujourd'hui. Cela dénote d'un problème. Et ces problèmes-là, il faut qu'on soit capable de s'asseoir et de... On ne doit pas continuer à regarder la communauté internationale qui n'est pas dans cette optique de révision, encore moins du gouvernement qui n'est pas dans cette optique. Donc ceux qui aujourd'hui estiment que le Premier ministre doit partir n'ont pas encore compris le problème, la gravité du problème dans lequel nous sommes. Ok, professeur, ceux qui estiment que le Premier ministre doit partir ne sont pas conscients des réels enjeux. Je vais faire l'économie du temps. Je pense que Etienne Faraba a tout dit. Il a tout à fait raison. Et j'ai lu même le rapport qu'ils ont produit au niveau de l'instance de recherche, qui est très pertinent. Et qui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les dirigeants de ces pays ne tiennent pas compte de ce genre de rapport. C'est ça aussi le problème de ces pays. On n'encourage pas la bonne volonté, on ne prend pas en compte ce que les intellectuels disent. Cela dit, ce qu'ils disent, c'est ça en fait. En réalité, il faut qu'on sorte un peu des chantiers battus politiques pour trouver la solution dans une sorte d'hybridation des différentes dimensions du pays. C'est-à-dire que, comme il dit, je vais répéter la même chose, il faut tenir compte de la dimension sociale, la dimension culturelle, économique, la dimension politique et puis la dimension internationaliste du Mali pour pouvoir impliquer aussi la diaspora malienne dans le développement de ces pays. Et je le dis, c'est comme ce qui se passe actuellement, le dialogue là. Comme si le problème du Mali était un problème juste politique. On va faire un gouvernement de consensus politique. Ça ne va pas régler le problème. Il y a des gens qui sont en dehors de nous, les hommes politiques. Et ces gens sont souvent même plus compétents que nous, les hommes politiques.
Si tu vas prendre la diaspora, prends un monsieur comme Aïdara, peut-être qu'il est plus compétent que la 90% de vos ministres. Pourquoi vous ne prenez pas des gens? Il faut qu'on arrête de mentir en disant oui, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, alors qu'on n'a jamais appliqué ça au Mali et qu'on va encore constituer un gouvernement purement politique et politisé pour nous amener encore aux enfers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta, doit avoir ce courage politique de dire que l'opposition malienne doit être une opposition de proposition, une opposition de dialogue, une opposition de solution et non une opposition de partage. Vous ne rentrez pas dans mon gouvernement, proposez-moi des solutions, on va le faire ensemble. Ça ne veut pas dire que vous devez être ministre, vous devez être chef de département. Il ne faut pas qu'il les prenne. S'il les prend, il verra ce qui va se passer. Le Premier ministre survivra-t-il à ces dialogues politiques? Les rumeurs quand même l'ont annoncé démissionnaire tout au long de cette semaine. Voilà, merci. En fait, moi je pense que le sort du Premier ministre, n'est-ce pas, dépend d'abord de la confiance que le président de la République, n'est-ce pas, en réalité, qui lui a mis en mission, aura en lui. Il est clair que, n'est-ce pas, il est venu dans une situation extrêmement difficile. Et jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas, il a agi dans la limite de ses capacités pour réussir à relever un certain nombre de défis. Mais il y a encore des défis extrêmement importants, n'est-ce pas, qui sont à relever. Il reviendra, bien entendu, n'est-ce pas, au président de la République, compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui, alors comme discussion de haut niveau, comme implication, n'est-ce pas, de la diaspora, à travers l'organisation de Haïdarala, n'est-ce pas, comme directive que les opérateurs économiques, dont je suis, n'est-ce pas, l'un d'entre eux, et je paye mes impôts, n'est-ce pas, je préfère alors le dire, n'est-ce pas, ouais, non, ça, je paye mes impôts. Donc maintenant, alors, il faudra qu'on tienne compte, n'est-ce pas, de cet ensemble de dynamiques-là, pour véritablement réussir à donner, n'est-ce pas, à ce pays-là, une équipe capable de porter, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, les défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Il ne faut jamais entrer dans des logiques, n'est-ce pas, de personnalisation, d'indexation, n'est-ce pas, et même à la limite de la surenchère, parce que souvent c'est de la surenchère. Hein. Donc je pense que le président de la République, aujourd'hui, a pris une initiative qui est heureuse. Et nous pensons, n'est-ce pas, qu'au terme de cette initiative-là, alors il prendra la décision qui réussira en tout cas à conforter la dynamique qui a été créée jusqu'ici. Est-ce que le Premier ministre n'est pas un homme solitaire dans cette situation, quand on sait qu'il n'a pas l'accompagnement d'une bonne partie des leaders religieux, l'opposition également n'a pas forcément confiance à son approche? Non, merci. Vous savez, je suis un hamaliste. Donc, quand Bouye dit quelque chose, je n'ai pas droit à une opinion. Okay. Il faut que ce soit très clair. Alors, donc, mais ceci dit, j'ai été un acteur. Les élections présidentielles se sont tenues au Mali grâce au Premier ministre, Soumaïla Boubèye Maïga. Tout le monde se préparait à un plan B d'un vide juridique. On a fait ces élections avec nos propres moyens. Pour la première fois. Pour la première fois. Sorti d'une contestation. Etienne en face de moi me dirait que c'est une mascarade, c'est une vol et tout ça. Mais il a eu le courage de convaincre le président, avec des gens de bonne volonté comme Etienne et les autres, d'aller vers l'opposition. C'est lui qui allait vers eux. Il a fait des voyages de nuit. Il a impliqué les religieux. Il a impliqué tous les amis du Mali. Donc aujourd'hui, on n'est qu'à un mois de l'écrispation de la situation politique, les différentes rencontres. Et nous avons une communauté internationale qui nous impose un calendrier. Vous savez, je disais au début de notre débat que le Mali et les Maliens, c'est un peuple et un pays anormalement normal. La souveraineté du pays tient à la légitimité de sa population, de son peuple. Mais nous ne sommes pas un peuple souverain. La population n'est pas souveraine. La communauté internationale nous tient, nous impose leur propre calendrier. Et il se trouve que la réalité est tout à fait autre chose. Donc le gouvernement, à travers le Premier ministre et le Président de la République, essaie de réconcilier les deux. Vous avez 32 nationalités au Mali.
1,2 milliard d'euros dépensés de l'argent contribuable que lui-même est en train de payer parce qu'il paye ses taxes en France. Si on parle ici de la politique, de l'avenir et de devenir, c'est parce qu'il y a eu 47 soldats d'autres sociétés qui sont morts à Kidal et ailleurs. Mais, de grâce, rappelez-vous que ce gouvernement a eu une tâche extrêmement difficile. Ils ont eu le courage d'aller vers l'opposition qui a accepté, parce que la question se résumait de parler entre le premier et celui qui est au deuxième tour. C'est le dialogue a commencé. C'est important ce que je vais vous dire là, CDB. On a un programme préétabli. La révision constitutionnelle, les élections législatives. Moi, je fais partie des 50 membres de la commission technique pour faire des propositions au groupe d'experts pour la révision constitutionnelle sur la loi électorale, sur la loi de Sénat et le découpage. Donc, si aujourd'hui ils ont compris qu'on doit mettre le Mali au-dessus, la main tendue, elle est claire maintenant qu'elle est tendue. Il est clair que le président Soumaïla a rencontré le président de la République 3 fois. Il est clair qu'on a un calendrier qu'on ne peut pas respecter parce qu'on nous impose. Donc, à nous les Maliens de leur dire, votre calendrier là, il est très bien, mais nous les Maliens, compte tenu de la réalité, adoptons les 2 calendriers pour servir les Maliens et les Maliens afin qu'on arrive à former un gouvernement de mission. C'est sur cet appel de Mohamed Cherif Aïdara que prend fin ce numéro du tribunal de l'actualité. Nos invités étaient Cheikh Nek Kamara de la majorité présidentielle, Mohamed Cherif Aïdara, président du CSDM, professeur Clément Dambélé, il est universitaire, et docteur Etienne Fakawa Sissoko, universitaire. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.